L'ingénieur Jean-Pierre Tahet, directeur du pôle architectural de Faya Metal, évoquera, je cite, la lumière cendrée de l'acier. C'est très beau, vous allez nous expliquer tout ça. Je rappelle que vous êtes ingénieur, diplômé de l'école centrale. Vous dirigez aujourd'hui le pôle architectural chez Faya Metal. Je vous invite à allumer le micro qui doit être éteint si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, on vous écoute à propos, je cite, de la lumière cendrée de l'acier. J'ai appris en préparant cette rencontre ce qu'était la lumière cendrée. Peut-être que vous allez nous l'expliquer pour introduire votre présentation. Donc oui, je vais donner le point de vue de l'ingénieur, donc ce sera un peu plus technique, un peu moins poétique que toutes les photos qu'on vient de voir. Alors pourquoi j'ai choisi ce titre de la lumière cendrée de l'acier? C'est une référence avec Léonard de Vinci, qui est le premier à avoir expliqué un petit peu ce reflet qu'on a sur la Lune. Et quelque part, on peut peut-être passer l'image suivante, je ne sais pas comment on peut... Voilà, merci. Ce n'est pas une photo d'ouvrage, voilà. C'est simplement une image des croquis de Léonard de Vinci qui a expliqué ce que c'était que la lumière cendrée. Et ça résume un petit peu quelque part la problématique de la lumière. Donc la lumière, c'est à la fois la réflexion directe, c'est l'absorption, c'est la réémission, et puis c'est la réflexion indirecte. Donc cette lumière cendrée qu'il y a derrière le clair de lune, c'est en fait la Terre qui renvoie de la lumière sur la Lune, qui nous la renvoie à nouveau. Donc il y a toute une série d'allers-retours qui sont importants et qui donnent cette beauté quelque part dans la nature, en l'occurrence la beauté de la Lune qu'on peut contempler. La couleur aussi, alors c'est une couleur un peu particulière, c'est le gris. Le gris, c'est la couleur du métal, en principe, une couleur de base, et qui a aussi des relations avec les autres couleurs. Voilà. Et donc, Léonard de Vinci était quelqu'un qui s'est intéressé à beaucoup de sujets. Hein, il était peintre, il avait aussi un peu tendance à vouloir faire un peu d'architecture aussi, hein, des concepteurs de choses. Et donc, pour lui, c'était un tout. Alors, je vais faire un petit peu de technique, hein, vous m'excuserez. L'interaction entre la matière et la lumière, c'est un vieux débat. Donc, le débat de la nature concrète de la lumière, est-ce que c'est un onde, corpuscule? Voilà, on a toujours entendu parler de ça. En fait, c'est les deux. Hein. La vision de Louis de Broglie, c'était la conciliation des deux. C'est une vision un peu, on va dire, macroniste des choses. C'est en même temps, corpusculaire et onde. Et le métal, par rapport à la lumière, il réagit d'une manière particulière parce qu'il est conducteur. C'est une notion qu'il faut avoir, qui est importante. Donc la relation du métal avec la lumière, c'est du fait qu'il est un conducteur électrique. Le métal parfait, en fait, il a vocation à renvoyer la lumière, toujours. Et c'est la façon dont la surface est travaillée qui gouverne la façon dont la lumière va être envoyée. Voilà, le matériau a une relation étroite avec la lumière par ce biais-là. Alors, juste pour expliquer, voilà, je suis technique, hein, c'est ma déformation. Hein. Donc il y a trois types de réflexion, mais c'est important de comprendre que bon, voilà, un matériau parfait, avec une surface parfaite, réfléchit directement la lumière. C'est ce qu'on appelle la réflexion spéculaire. Dans la réalité, la réflexion spéculaire est toujours un petit peu large. Donc on a une réflexion spéculaire réelle, avec non pas une direction de renvoi de la lumière unique, mais un petit peu diffuse. Et puis, quand l'état de surface est un petit peu différent, on a une lumière qui réfléchit dans toutes les directions. Donc on n'a plus d'effet miroir, donc on a un effet quasi homogène de la teinte. Qu'est-ce que c'est que l'état de surface? C'est la rugosité. Je donne quelques chiffres, c'est toujours une vision d'ingénieur, bien sûr, mais la profondeur de l'état de surface permet d'apprécier comment va se comporter un petit peu le matériau. Donc un matériau, un métallique brut, l'acier, a une rugosité importante, donc il n'aura pas d'effet miroir, donc il ne renverra pas correctement la matière. Un matériau qui a une rugosité très poussée, par polissage mécanique par exemple, renverra beaucoup mieux la matière. Donc tout ça pour dire que en fait, c'est l'interaction entre la longueur d'onde de la lumière et l'état de surface qui gouvernera la façon dont réfléchit la matière. Donc ça ouvre un champ de possibilités très grand entre une réflexion parfaite et une diffusion complète. Alors tous les métaux devraient être gris par cette expression-là, mais en fait ils ne le sont pas.
si on regarde la réflexion de trois métaux que vous connaissez bien, donc l'aluminium, l'argent, le cuivre, l'or, vous savez qu'ils ont des teintes différentes. Et en réalité, Dieu merci, je pourrais dire, les métaux ne sont pas tous, se comparent tous de la même manière. Et donc, par rapport à un aluminium qui a une teinte homogène, grise, c'est la courbe pointillée rouge que vous voyez, il renvoie la lumière de la manière à peu près homogène. Vous avez l'argent qui diverge un peu, donc il a déjà une différence de teinte, et le cuivre et l'or qui ont aussi une façon de réfléchir la lumière différente, suivant leur comportement électrique. Donc, ce qu'on peut déduire de tout ça, c'est qu'en fait, c'est le travail de la surface de l'acier qui va être prépondérant pour définir sa luminosité, sa relation avec la lumière, donc la rugosité, donc jusqu'au miroir parfait. Le fait qu'il ait une conductivité électrique lui permet aussi de faire des traitements particuliers. On sait faire des traitements aujourd'hui sur l'inox qui peuvent le colorer, c'est-à-dire qu'on peut, en appliquant des traitements électrochimiques, modifier la teinte du métal grâce à ces propriétés-là. Et en combinant à la fois l'état de surface et la façon de le traiter, on a tout un champ de possibilités qui est extrêmement riche et que seule l'imagination peut restreindre quelque part. Et les moyens financiers aussi, bien sûr. Mais toute technologie a aussi ses courbes d'évolution. Mais bon, donc, on a vraiment une grande richesse dans les possibilités qu'on a entre le traitement et le traitement à la fois de surface et le revêtement qu'on peut y apporter. Alors l'acier, c'est aussi un élément de structure. Alors ça peut être un élément structurel plutôt présent, voilà, on va dire comme ça, avec une certaine couleur. Donc là, il y a à la fois la nature de la structure et sa couleur qui contribuent à cette présence. Bon, c'est un choix qui peut être fait. Il peut être un peu plus discret. L'acier a aussi des propriétés quand même mécaniques intéressantes qui permettent, là en l'occurrence, d'avoir un très grand porte-à-faux avec une structure qui reste toujours fine, constante, élégante, donc qui nervure un peu cet origami et qui permet de jouer avec les couleurs d'une manière qui est tout à fait, je trouve assez sympathique sur ce projet, avec des teintes rouges qui se reflètent également dans les tôles et dans la structure. Alors c'est aussi le point de vue d'observation est important. Là, c'est une verrière à Vélizy. On a une structure métallique en T, en PRS, j'y reviendrai après, où le verre est posé directement sur l'acier. Donc c'est aussi une solution technologique qui permet de préserver le maximum de transparence, donc d'avoir le moins d'éléments structurels possible. On minimise au maximum à la fois le nombre d'éléments porteurs, mais aussi par leur forme, leur importance dans l'ouvrage. Mais on voit que deux points de vue différents donnent deux éclairages différents, un éclairage un peu plus sombre d'un côté et plus clair de l'autre, alors que c'est exactement le même ouvrage. Ça, c'est une salle de lecture à la BU de Rennes. Alors, on a aussi une structure métallique qui est blanche, qui est discrète de par sa couleur. Et puis le verre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas transparent en l'occurrence, puisque là, on cherche à éviter l'éblouissement, bien sûr, des lecteurs, tout en permettant de faire passer une lumière. Et à l'intérieur de ce verre-là, qui est un triple vitrage, on met une tôle, et on a mis une tôle en l'occurrence, qu'on ne voit pas au final, perforée, donc, qui permet de tamiser la lumière, de jouer la lumière, et c'est fait partie intégrante du vitrage. Donc c'est du triple vitrage, avec à l'intérieur un élément métallique qui permet de tamiser cette lumière, quel que soit pratiquement l'apport de lumière extérieure. La sérigraphie, donc toujours le mariage du verre et de l'acier, permet aussi d'avoir une certaine perception des choses. Là, en l'occurrence, le motif perforé, il parle, parce qu'il parle à celui qui en connaît l'origine. Ce sont les cartes perforées qui servaient à programmer les machines à dentelle, les machines mécaniques. Donc c'est un motif voilà, qui fait un lien avec l'histoire et puis qui donne une certaine lumière sur la luminosité à l'intérieur de ce musée, le musée de la dentelle de Calais.
les centres commerciaux, bien sûr. Donc on peut jouer sur la transmission lumineuse du verre. Là, en l'occurrence, c'est aussi un dépôt d'oxyde métallique qui permet de gérer l'apport solaire et donne cette teinte un peu bleutée. Et on voit la structure, qui est une couleur qui est un peu... une couleur qui rend la structure encore plus discrète. Donc le choix de la couleur est important pour faire disparaître, en l'occurrence, les poutres treillis, qu'on ne voit presque pas. Alors quand on réhabilite un couvent, comme le couvent de la Visitation, pour en faire une médiathèque à Tournon-les-Bains, on veut que le cloître au milieu reste un point d'apport lumineux. Et donc là, le verre est dans toute sa transparence avec une structure métallique très légère. Et un système de contreventement qu'on ne voit presque pas. C'est aussi une faculté de l'acier. Là, on retrouve la couleur grise des câbles qui permet de rendre très discret un système de contreventement efficace et qui permet, par on va dire, continuité, d'éviter d'avoir des assemblages trop présents au croisement des deux poutres, puisque la structure est rendue indéformable. Un autre exemple de verrière au milieu d'immeubles, donc avec aussi une ambiance qui est créée par cette forme. Toujours avec du verre en contact direct avec l'acier. Une autre vue. La forme, donc il y a deux formes qui sont assez sympathiques pour rendre discrète la structure. C'est la forme en T, donc le PRS en T à inertie variable, mais aussi des formes triangulaires. Donc là, on a des ossetures en inox qui ont été microbillées. Donc un état de surface donc assez fin, mais avec une couleur mate, et des sections triangulaires à inertie variable, donc qui permettent de rendre la structure un peu plus légère, alors qu'on a aussi de beaux porte-à-faux à assurer. Alors il y a la structure, mais il y a aussi les brises-soleil. Donc ça, c'est un exemple de tour, la tour de la Cité de l'Air à Paris, la tour F, pour lequel tout un système de brise-soleil en inox a été déposé. Donc de l'extérieur, on a quelque chose qui semble opaque. Alors à l'intérieur, je ne peux pas vous montrer des photos, c'était interdit de prendre des photos, mais on a une certaine luminosité qui est filtrée. On peut avoir des brises-soleil tout en acier, qui sont aussi intégrés d'une certaine manière, déportés volontairement loin de la surface vitrée. Donc ça, c'est l'école normale supérieure de Saclay, une vue d'extérieur, donc de Cachan qui déménage à Saclay, avec des brises-soleil mobiles. Donc effectivement, la mobilité est quelque chose d'important. Donc ça permet de gérer l'apport en fonction de la journée, en fonction du climat, en fonction de plein de paramètres. Et l'acier permet de développer des solutions vraiment sur mesure, adaptées à chaque projet. On peut avoir des brises-soleil qui sont intégrés à l'intérieur de la structure. Donc ça, c'est le musée d'art moderne du Luxembourg de M. Paye, où certains versants ont été choisis pour intégrer des brises-soleil à l'intérieur de l'enceinte. Et certains de ces panneaux sont des panneaux actifs, c'est-à-dire qu'en même temps qu'ils font brise-soleil, il y a des réseaux d'eau qui permettent de rafraîchir l'air sous la paroi. Donc il y a, on va dire, un double intérêt, l'intérêt pour l'apport lumineux, l'intérêt pour évidemment la thermique. Des brise-soleil amovibles en verre, donc tenus par des structures acier, ça c'est l'Enria à Bordeaux, donc avec un motif en sérigraphie, voilà, avec un choix qui avait été fait. Donc on peut aussi, suivant les points de vue, donc on est sur une coursive et on module l'apport lumineux également. À Chambéry, donc le bâtiment Inès, où on a des brises-soleil également en verre, avec une solution de verre agrafé, de VEA, c'est ce qu'on voit sur la droite, donc un simple axe en acier inoxydable avec des bras qui tiennent un verre et qui le font tourner tout simplement en fonction du soleil, en fonction des saisons, suivant l'hiver, l'été,
le confort visuel et thermique qu'on souhaite. On peut faire de la programmation, on peut aussi, que tout au long de la journée, on modifie l'inclinaison de ces brises-soleil. Et puis je voudrais terminer par ça. Alors voilà, on est dans des couleurs un peu très, très tranchées. Hein. C'est à Nancy, hein, c'est Artem. Nancy, bon, c'est la Lorraine, c'est mon pays d'adoption, donc j'aime beaucoup Nancy. Voilà. Et je voulais terminer par ça, parce qu'on a l'interaction entre le vert qui est teinté, donc coloré par des films, là en l'occurrence dans les teintes rouges et bleues, et puis une structure métallique blanche sur la photo de gauche. L'arborescence reste blanche, et sur la vue de droite, eh ben, l'acier se teinte en fonction de l'éclairement qu'on peut avoir sur ces structures-là. Et ça en fait un endroit tout à fait atypique, plutôt agréable. C'est un endroit qui réunit 3 écoles à Nancy, l'école des Mines, l'école des Beaux-Arts, et puis un institut de gestion. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Pierre Taët.